PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier comme tous les samedis sur Sud Radio en compagnie de Marc Ezrati. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler de logement intergénérationnel. On va vous présenter les maisons de Marianne notamment. Mais tout de suite, place au journal. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle IMO, le journal. Les dernières informations de l'immobilier, les informations de la semaine, on démarre ce journal avec une étude qui démontrerait, Marc, que l'isolation des passoires thermiques ne serait plus efficace après simplement 2 ans. Et c'est le résultat d'une étude menée par des chercheurs de l'université de Cambridge sur plus de 55 000 logements en Angleterre et au Pays de Galles, qui montre que les effets d'une rénovation énergétique ont une durée très limitée. Selon l'étude, l'isolation des murs génère une réduction de la consommation de gaz de près de 7% au cours de la première année. Lors de la seconde année, elle n'est plus que d'à peine 3%, puis au bout de 4 ans, les économies d'énergie deviennent quasi nulles. Et ça en dit long, d'ailleurs, le démarchage téléphonique a de beaux jours devant lui, du coup, exactement. Ça va continuer. Allez, du coup, comment les auteurs de cette étude expliquent l'absence d'effet à long terme de la rénovation ? Eh bien, il pointe le comportement des habitants, qui est l'une des explications avancées par les chercheurs de l'université de Cambridge. Eh oui, la rénovation des logements permet une meilleure isolation, donc, et avec elle, une température plus élevée. Du coup, les occupants sont alors tentés d'ouvrir plus souvent et plus longuement leurs fenêtres, d'où les déperditions de chaleur. Forcément, si vous laissez la porte et la fenêtre ouverte, il y a un trou dans la passoire, oui. Jean-Marie, plus surprenant encore, les auteurs de cette étude pointent du doigt les vérandas. Ces extensions dont les Anglais raffolent, ils sont, rappelons-le, 20% à disposer et elles sont évidemment très consommatrices de chauffage. Ainsi, les logements anglais rénovés qui disposaient d'une véranda ont vu l'effet de cette rénovation disparaître quasi immédiatement après la première année. Oui, c'est normal qu'on cherche le soleil dans un pays où il est si rare. Allez, on continue à parler rénovation. Cette fois, on revient en France, on retraverse la Manche, Marc, avec une étude de Se Loger. Qu'est-ce qu'on y apprend ? Eh bien, Jean-Marie, que la rénovation est une tendance plébiscitée par les Français. Cette tendance à la rénovation est largement répandue parmi les propriétaires qui déclarent, pour les 2 tiers d'entre eux, préférer rénover leur logement plutôt que d'acheter ou de vendre. Oui. Mais ils sont aussi 32% à vouloir le faire eux-mêmes, les travaux de rénovation. Et ça, on pense que c'est un effet direct de l'inflation. Et parmi les pièces que les propriétaires veulent rénover en priorité, il y a la salle de bain qui arrive en tête, largement en tête, suivie par la chambre, la cuisine et, plus étonnant, le jardin. Ah, c'est intéressant ça. Bon, Marc, on poursuit ce journal avec l'histoire d'une locataire. Elle a été condamnée pour avoir sous-loué son logement HLM. Eh oui, on a beaucoup d'affaires en ce moment de sous-location. Oui. Alors là, la justice a condamné récemment une locataire d'un logement HLM à 9 000 € d'amende pour avoir sous-loué son appartement durant 7 mois. Elle percevait 800 € de loyer par mois, ce qui faisait un total de 5 600 €. La locataire a vu également son bail résilié. Alors, contrairement au logement du parc privé, un locataire a l'interdiction totale de sous-louer son logement HLM car il détourne la finalité sociale de ce dernier et porte préjudice aux bénéficiaires en attente de logement. Effectivement. Allez, on termine ce journal avec l'histoire d'une jeune maman qui a préféré partir plutôt que de vivre dans un logement indécent. Et oui, c'est une jeune mère de famille de 2 enfants qui avait loué une maison près de Saint-Lô dans la Manche qui s'est avérée être une véritable passoire thermique. Pour se chauffer, figurez-vous que la jeune femme a vu ses factures d'électricité s'envoler, atteignant 1 900 € en seulement 6 mois. Malgré une obligation de rénovation à réaliser, les travaux n'ont toujours pas démarré. La jeune fille a décidé de partir s'installer chez sa maman en attendant de trouver un nouveau logement. C'est quand même absolument lamentable de la part du propriétaire. Merci Marc pour ces informations. Tout de suite, la Minute Viager. Avec notre partenaire Senior Consulting Group, cette semaine, Marc, on parle de la revente d'un bien en viager. Et comme dans une transaction immobilière classique, un acquéreur ou son héritier peut décider à tout moment de revendre le bien qu'il a acheté en viager. Car oui, il faut le rappeler, en cas de décès de l'acquéreur, les héritiers successifs ont
sont tenus au paiement de la rente, faute de quoi ils perdront purement et simplement le bien acquis et les capitaux versés. Il arrive alors que les héritiers ne souhaitent pas ou ne peuvent pas s'acquitter de cette fameuse rente et conserver le bien. Ils peuvent alors le remettre en vente sous réserve de non-soumission à l'approbation du vendeur inscrit à l'acte authentique. Généralement, il est d'usage d'y insérer un simple devoir d'information du vendeur. Pour revendre le bien, il est toutefois conseillé de s'adresser à un spécialiste parce qu'il va falloir réactualiser les calculs en fonction de la valeur du bien au moment de la revente, de la rente viagère versée qui doit rester inchangée et enfin du bouquet maximal que l'acquéreur pourra demander. Merci beaucoup. Marc Ezrati, allez rester avec nous. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On va vous parler des maisons de Marianne, de location, de résidence, de logement intergénérationnel. Je rappelle aussi que vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Si vous avez une question sur un logement, on va aussi essayer de vous répondre en compagnie de Laetitia Caron. À tout de suite. Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Marc Ezrati. Aujourd'hui, on vous présente les maisons de Marianne. On en parle avec notre invité Raphaël Gilabert. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio, directrice générale des maisons de Marianne. Marc. Bonjour Raphaël Gilabert. Bonjour. Alors, dites-moi, Raphaël, avant de vous poser quelques questions sur le logement intergénérationnel, j'aimerais que vous nous présentiez rapidement les maisons de Marianne. Oui, donc les maisons Marianne, ce sont 35 résidences actuellement, de 80 à 150 logements sur quasiment toute la France, beaucoup en région parisienne, dans les Hauts-de-France, dans le sud. Et donc, ce sont des logements intergénérationnels solidaires. Alors, justement, de quoi on parle? C'est quoi un logement intergénérationnel et solidaire? Alors, ce sont des logements regroupés sur la base de 80 à 150 logements par résidence qui sont accessibles à toutes les générations et adaptés notamment aux seniors pour bien vivre ensemble et bien vivre chez soi. Ça veut dire que dès la conception, puis pendant la phase construction, tout est pensé pour anticiper nos problématiques de perte d'autonomie. Par exemple, vous avez des salles de bain avec douche extra plate, des portes automatiques pour les fauteuils roulants, des veilleuses, des volets roulants motorisés. Vous avez vraiment tout ce qui permet au quotidien le maintien à domicile, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des parties communes, par exemple des ascenseurs systématiques, etc. Mais du coup, est-ce que l'intergénérationnel, ça concerne vraiment tout le monde, du coup? Alors, ça concerne tout le monde, puisque nous disons en plus que nous sommes solidaires. Ça veut dire qu'on est articulé autour d'une philosophie du partage et qu'on permet, en plus de l'habitat qui est bien conçu, d'avoir des animations, du lien social avec nos animateurs dans un grand salon convivialité qui est au rez-de-chaussée de nos résidences et qui est ouvert à l'ensemble des 80 locataires qui viennent dans nos maisons Marianne. Donc ça intéresse vraiment, vraiment tout le monde, que ce soit des jeunes, que ce soit des couples, que ce soit des familles monoparentales. Il faut savoir que pour 93% des Français, c'est vraiment une bonne chose que de vivre dans un environnement qui favorise la mixité et on lutte contre le sentiment d'isolement par le biais de nos ateliers, de nos animations. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'échanges qu'il y a entre résidents ? Oui, par exemple, vous allez avoir la petite dame qui va garder les enfants de la maman monoparentale parce qu'un soir, elle est toute seule et elle travaille. Vous allez avoir le jeune étudiant qui va aider sa voisine un peu plus âgée à installer l'application Marianne et vous qu'on leur donne sur sa tablette numérique. Vous allez avoir du covoiturage. Vous allez avoir le vendredi matin les gens qui vont aller au marché, qui vont proposer d'aller ensemble au marché. On a fait la galette des rois à Gonesse. Ça a été une grande réussite parce que certains voisins qui venaient d'emménager ont appris à se connaître. Donc c'est vraiment un échange autour du partage et des valeurs républicaines. Marianne, liberté, égalité, fraternité. Oui, on a bien compris. Quels sont les risques pour les personnes qui se retrouvent isolées ? Le risque, il est très important. Vous perdez du lien social, vous avez de la souffrance psychique, vous vous sentez tout seul, vous êtes désocialisé. Donc, vous tombez même dans la dépression. Vous avez 14% des Français âgés de 15 ans et plus qui seraient en situation d'isolement. C'est quand même la Fondation de France qui dit ça, donc c'est important. Donc, nous, on leur remet dans une dynamique positive et on leur dit, venez participer à nos ateliers, à nos animations, à nos sorties, devenez voisins, échangez, partagez. C'est vraiment des choses importantes en ce moment. Mais du coup, comment on s'assure que les résidents ils ne s'isolent pas d'eux-mêmes ? Alors, c'est tout le travail de nos animateurs, nos coordinateurs, qui vont les rencontrer. Nous accueillons chaque locataire quand il rentre dans son logement. On organise beaucoup de temps festifs, les cafés papotes, c'est ouvert à tous. Nous avons une tisanerie dans le salon convivialité, c'est vitré. Donc, chacun, quand il rentre dans son logement, il passe
devant ce grand salon, il voit qu'il y a du monde, il voit qu'il y a des enfants, il voit qu'il y a des jeux de société, il voit qu'il y a la grande télé où on regarde des matchs de foot ensemble. Donc c'est tout ça qui permet que les gens ne s'isolent pas peu à peu, ils se disent qu'est-ce qui se passe, ils toquent, ils rentrent, ils prennent un café et c'est la bonne ambiance qui peu à peu va se créer dans la résidence. Et au-delà des murs de la résidence, comment on lutte contre l'isolement ? Alors au-delà, nous avons prévu que notre salon il soit accessible à tout le public, donc notamment aux voisins. Et aussi au club senior de la ville et aussi aux familles de nos résidents. Donc ça veut dire qu'on va organiser des sorties culturelles avec le club senior, on va partager les moments festifs et on va vraiment s'ouvrir aussi sur l'ensemble de la résidence, notamment l'ensemble du quartier. Par exemple, on peut faire de la mixité avec de l'accession à côté de logements qui sont faits en logements sociaux. Alors, dites-moi, le vieillissement actuel de la population, il peut conduire à un accroissement de l'isolement des personnes âgées. Est-ce que l'intergénérationnel, c'est une solution ? Alors, c'est une des solutions. On a fait une enquête Opinion l'année dernière. On se rend compte que seulement 6% des logements en France sont adaptés aux problématiques de vieillissement. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment des solutions alternatives, notamment sur l'immobilier, puisqu'il faut que les logements soient adaptés, mais aussi sur la perte de lien social. Donc, nous, c'est ça, on travaille vraiment sur ces deux dynamiques, sur le bien vivre ensemble et le bien vieillir chez soi. Donc, ça permet non seulement que nos seniors puissent encore avoir un avenir, parce qu'eux-mêmes vont devenir, ils vont faire la transmission de savoir, ils vont animer nos ateliers, donc ça c'est un vrai plus, donc ils se sentent encore utiles à la société. Et ça, du coup, ça repousse aussi ce sentiment d'inutilité qui est très néfaste pour tout le monde. Donc, c'est vraiment il reste en activité, voilà. Et du coup, ce genre de résidence, ça permet aussi d'avoir, si on veut résumer, des actifs, des jeunes étudiants, des personnes effectivement plus dépendantes, des familles monoparentales, et de mixer toutes ces populations pour arriver à quelque chose d'agréable et de sympathique. Exactement. Voilà, pour rompre l'isolement et créer du lien social. Merci beaucoup, Raphaël Gilabert, de nous avoir consacré un peu de temps ce matin sur Sud Radio. Et puis merci d'avoir présenté merci pour cet engagement. Les Maisons de Marianne. C'est une sacrée belle initiative. On était ravis d'en parler sur Sud Radio. Tout de suite, le témoin de la semaine. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. C'est une autre forme d'engagement qu'on vous présente sur Sud Radio tout de suite, puisqu'on parle d'un engagement d'une conseillère immobilière envers les personnes qui sont notamment sourdes. Marc Ezrati. Eh oui, bonjour Magali Péderancino. Bonjour Marc. Alors Magali, vous êtes conseillère immobilier chez Remax à Compiègne, dans l'Oise. Vous avez une spécialité que très peu d'agents immobiliers ont. Vous exercez votre activité notamment en langage des signes à destination de clients sourds ou malentendants. Comment elle vous est venue, cette idée de vous lancer dans cette spécialisation ? Alors, ça remonte à très très loin. Tout simplement, déjà, j'ai appris la langue des signes depuis l'enfance pour communiquer avec ma mère et mon beau-père par ce moyen. Ensuite, j'ai eu une carrière variée. Et j'avais déjà pensé à postuler dans l'immobilier, mais ça me semblait vraiment compliqué, donc j'ai laissé tomber. Dans le courant de l'année 2021, j'ai décidé de démissionner de mon ancien poste et puis j'ai entamé une formation dans l'immobilier qui m'a été proposée par pur hasard. Et j'ai toujours un adage, c'est que rien n'arrive jamais par hasard. Exactement. Dès les premiers jours de la formation, il m'est paru absolument évident que j'étais faite pour l'immobilier. Et 2 jours après, j'ai commencé à parler avec mes formateurs de ma compétence linguistique et le projet que j'avais dans l'esprit par rapport à mon futur métier. Ils ont adhéré complètement. Ils ont dit que c'était totalement inédit, qu'ils n'en avaient jamais entendu parler et qu'il fallait que je mène jusqu'au bout ce projet. Donc j'ai fait de mon côté quelques recherches et j'ai pu constater qu'il n'y avait que quelques conseillers en France qui pratiquaient la langue des signes. Sur le doigt d'une main, je crois, que ça se compte. Tout à fait, c'est ça. Pourquoi justement Magali, pourquoi cette compétence, elle peut être importante dans l'immobilier ? Alors, c'est comment vous dire ? Utile, c'est pas utile, c'est complètement, complètement indispensable pour ces clients-là, pour les clients sourds et malentendants, parce qu'ils se sentent complètement démunis lors d'un projet du type immobilier, et un projet immobilier dans la vie d'une personne, quelle qu'elle soit, ça a une place inédite. Alors, la semaine dernière, on parlait de discrimination à l'accès au logement. Je suppose que les personnes sourdes et malentendantes sont victimes, la plupart sont victimes de comportements discriminants, non ?
Malheureusement, oui, c'est une véritable discrimination de la majorité des propriétaires et des vendeurs. Je dis pas la totalité, hein. Loin de là, mais je reconnais qu'il y a quand même une généralité. Je vais juste vous donner un exemple très simple. Oui. Quand on cherche un bien immobilier sur un site de recherche, on voit des propriétaires ou des vendeurs qui écrivent d'ores et déjà qu'ils n'acceptent qu'un premier contact par mail et même qui refusent les SMS. Et c'est là où ça devient complètement compliqué et ardu. Les sourds ne peuvent utiliser que ce moyen de communication. Et quand ils écrivent, c'est comme s'ils le signaient. Alors moi, j'appelle ça un anglicisme de la langue française, de la langue des signes française. Tout simplement, ils vont écrire tel qu'ils reproduisent une phrase en langue des signes. C'est des mots qui sont inversés, un français qui n'est pas correct. Et c'est là où les propriétaires et vendeurs vont se méfier en pensant que ce sont des étrangers. Alors que c'est pas du tout le cas. Alors que c'est des sourds et malentendants. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes d'accompagnement, Magali, de personnes qui seraient atteintes de cet handicap? Tout à fait. Alors, je suis appelée 7 jours sur 7. Je ne vais pas vous dire 24 heures sur 24, mais parfois ça va jusque tard dans la soirée. J'ai des contacts pour des estimations, pour des ventes ou des biens à rechercher. Il y a aussi dans la location, justement. Là, actuellement, j'échange avec un couple de l'Isère qui souhaitent vendre leur maison et que je leur trouve une maison dans une autre région. Donc, ce matin, j'ai fait un point avec mon responsable sur la mise en œuvre de cette vente et de cette recherche. Et demain soir, je les contacte pour qu'on puisse mettre tout ça en place et les conditions. Finalement, cette spécialisation, ça vous a donné un sens inédit à votre carrière. Il y a du lien, de l'humain. Qu'est-ce que vous avez comment vous le vivez aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, d'exercer ce métier auprès de tout client, qu'il soit entendant ou sourd, mais vraiment au niveau des sourds, je retrouve un épanouissement que je n'avais pas du tout dans mon précédent travail. Je retrouve l'épanouissement que j'avais lorsque j'aidais mes parents et leurs amis les plus proches quand ils en avaient besoin. Je me sens vraiment bien, je me sens heureuse et surtout je me sens reconnaissante envers les personnes qui m'accordent leur confiance. Ça, hein, voilà. Oui, tout à fait. Ces gens-là sont reconnaissants également. Et nous aussi d'ailleurs, hein, on est très très agréablement surpris par ce témoignage parce que des gens comme vous, il en faut un petit peu plus, je pense, dans ce secteur. Merci à vous, Magali Pederancino. Et continuez. Merci beaucoup. Bon courage, en tout cas, pour votre combat. C'est vrai pour tous Oui. ceux qui pourront, en tout cas, bien s'offrir vos services. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Allez, restez avec nous. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. Dans un instant, on se retrouve avec Laetitia Caron, 0826 300 300. Vous avez un problème, vous avez une question à poser, mais ça tombe bien. On est là pour y répondre sur l'immobilier. À tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio en compagnie de Marc Ezrati. On est ensemble jusqu'à 10h. On est avec Laetitia Caron, directrice générale du groupe particulier à particulier, PAP.fr. Bonjour à vous Laetitia. Bonjour Jean-Marie. 0826 300 300. C'est le numéro que vous composez d'ailleurs toute la semaine. Vous pouvez nous laisser vos messages quand vous avez une question à nous poser ou alors un problème à résoudre en matière d'immobilier. On est là pour vous répondre. Aujourd'hui, on accueille Lisa. Bonjour à vous Lisa. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Marc. Bonjour Lisa. Qu'est-ce qui nous vaut votre appel ce matin ? Alors voilà, je suis très embêtée et j'ai une grosse interrogation. J'ai visité un appartement sur lequel j'ai vraiment un intérêt et je souhaite faire une proposition. Donc je n'ai toujours pas signé de compromis et j'ai découvert en fait en discutant avec le propriétaire qu'il y avait un ravalement qui avait été voté en assemblée générale. Et donc, je voulais savoir si je suis susceptible de payer les frais de ravalement qui sont quand même assez importants ou si c'est le propriétaire qui va les régler. Eh bien, on va poser la question à Laetitia. Elle est intéressante, la question de Lisa. Oui, Marc, en effet. Bonjour Lisa. Bonjour. C'est vrai que c'est une question qui est assez fréquente et parce que malheureusement, quand on achète en copropriété, c'est fréquent qu'il y ait des travaux en cours, votés, etc. Et c'est une question du coup qui inquiète évidemment légitimement les acheteurs. Donc oui, c'est très intéressant. Alors justement, Lisa nous parle d'un ravalement. Un ravalement, on sait que c'est cher. Est-ce que ça va lui incomber si elle achète l'appartement ? Bon, alors déjà, ce qu'il faut vous dire, Lisa, c'est que ce cas, il est répandu, comme je l'ai dit, et du coup, la loi précise un certain nombre de points pour que la règle soit claire pour tous. La règle, elle est simple à comprendre. Les travaux sont dus par celui qui est le copropriétaire au moment où les appels de fonds sont à régler. Je précise qu'en général, sur des gros travaux comme un ravalement, comme le montant des travaux évidemment est assez élevé, il n'est pas appelé en une seule fois, il est appelé en plusieurs échéances. Et donc du coup,
eh bien, le vendeur doit payer les sommes qui sont appelées jusqu'au moment où la vente est notifiée au syndic par le notaire, c'est-à-dire juste après la vente. Et l'acheteur, lui, doit payer les sommes qui seraient exigées après la vente, c'est-à-dire à partir du moment où les appels de fonds lui sont adressés. Donc Laetitia, ça veut dire que ce n'est pas forcément celui qui a voté les travaux qui les paie. Alors, c'est vrai que cette répartition, elle ne tient pas compte de qui a voté les travaux. Elle considère que c'est celui qui est propriétaire au moment de l'appel de fonds qui doit payer, comme je l'ai dit. Et donc, c'est vrai que ça peut conduire l'acheteur à supporter le prix de travaux qui ont été votés en assemblée générale par le vendeur avant la vente. C'est d'ailleurs pour ça que quand on achète un appartement en copropriété, il est obligatoire de fournir un certain nombre de documents qui vont permettre à l'acheteur de connaître précisément la situation de la copro, pour savoir à quoi il s'engage, évidemment, et quelles charges il aura à payer. Parmi ces documents, il y a les 3 derniers comptes rendus d'Assemblée Générale. Donc, je ne sais pas, Lisa, si vous les avez déjà eus ou pas. Mais sur ces comptes rendus d'Assemblée Générale, il y a notamment des infos sur les travaux, éventuellement les procédures en cours, etc. En tout cas, c'est hyper important pour l'acheteur d'obtenir ces documents pour savoir ce qui va se passer. Après, je vous rassure, pour ceux qui je fais une aparté pour ceux qui ne l'auraient pas au moment où ils arrivent chez le notaire, de toute façon, va les demander ces documents au moment de la signature du compromis. Et donc, ça évite les mauvaises surprises potentiellement aux acheteurs. Lisa, je reviens à votre cas particulier. Est-ce que le propriétaire vous a donné des informations sur l'avancée de l'appel de fonds dans les échanges que vous avez eus avec lui ? Non, pas du tout. Non. Là, j'ai aucune information sur les appels de fonds. Il m'a rien communiqué. Du coup, ça vous inspire quoi, Laetitia ? Alors, moi, ce que ça m'inspire, les travaux, vous m'avez dit, vont démarrer quand ? En avril, je crois que c'est ce que vous avez dit, Lisa. C'est ça. Bon, ce qui est possible, c'est que les appels de fonds aient déjà été faits, parce qu'évidemment, pour des travaux qui vont démarrer en avril, il va falloir payer les entreprises. Mais on n'en est pas sûr. Ces infos, vous les aurez dans tous les cas lors de la signature du compromis. Le notaire va demander au syndic un document qu'on appelle le pré-état daté, dans lequel il y aura le montant des charges exceptionnelles éventuellement qui vous incombent et leur répartition. Ça va vous permettre de savoir clairement ce que vous aurez à payer ou pas. Et d'ailleurs, je précise que ce document, il va aussi préciser le montant des charges courantes, s'il y a des impayés sur la copro. Voilà, donc ça vous permet de savoir vraiment où vous mettez les pieds avant de vous engager définitivement. Mais Laetitia, si j'ai bien compris, il est possible que les appels de fonds pour ces travaux ne soient pas terminés. Dans ce cas, Lisa devra bien payer une partie des travaux. Alors en effet, Marc, mais sans savoir précisément la répartition des appels de fonds, là, je ne peux pas dire aujourd'hui, Lisa, je ne peux pas vous dire ce que vous aurez à payer ou pas. Ce que je vous recommande, c'est d'en discuter là, vraiment, dès à présent avec le propriétaire de l'appartement. Ça vous évitera d'avoir une surprise le jour de la signature chez le notaire. Et éventuellement, ça vous permettra de renégocier avant la signature, puisque là, il faut vraiment qu'il vous donne la répartition et qu'il vous dise s'il reste ou pas des échéances à payer. Ça vous permettra éventuellement de rediscuter le prix. Donc, soit vous lui demandez de diminuer le prix de vente, soit vous lui demandez de vous rembourser les sommes qui seront appelées après la vente. Et dans ce cas-là, vous pourrez tout à fait discuter avec lui avant la signature chez le notaire. Ok. Ça vous rassure Lisa, un petit peu ? qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très clair, non, ça me rassure. Je vais de ce pas contacter le propriétaire pour avoir effectivement les appels de fonds, savoir s'il a tout réglé ou si je vais avoir une partie potentiellement à ma charge. Mais en tout cas, c'est très clair. Je vous remercie infiniment pour toutes ces réponses. Bon, ça fait partie des mauvaises surprises, effectivement, qu'on peut avoir. Bon, on espère que vous allez vous en sortir à peu près. La bonne nouvelle, au moins, c'est que dans 2 ou 3 ans, votre immeuble sera nickel. C'est déjà ça. Je suis pas sûr que vous aviez signé pour ça. Beau, je vous confirme. Exactement, plus blanc que blanc. Merci beaucoup, Lisa. Bon courage. Vous tous qui nous écoutez d'ailleurs. 0826 300 300 comme Lisa, vous avez une question comme celle-ci, eh bien vous nous appelez, vous la posez, puis Laetitia Caron vous répond tout de suite. Allez, des cartes postales. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Je suis toujours trop pressé de les découvrir, ces cartes postales de bien coup de cœur. Exactement. De beaux logis à visiter qui sont à vendre. Alors, Laetitia Caron, on part où ce matin ? Cette semaine, je vous emmène dans une ville qui est très chère à mon cœur, je ne vais pas le cacher. On va à Toulon, dans le Var. Et plus précisément, on va dans le quartier de la Serinette. C'est un très joli quartier résidentiel qui est assez proche de la mer. Il y a tous les commerces, les écoles, les transports.
On est à 5 minutes des plages. Je ne sais pas si vous connaissez les plages de 5 Toulon. minutes à pied 5 minutes en voiture. Ouais, on va Mais on se gare très facilement aux plages du Mourillon. Il y a un très grand parking, donc on peut se garer très facilement. Et on n'est pas loin non plus des anses de Méjean et des anses de Magot. On peut aller en vélo, c'est très sympa. C'est très sympa. Très comme ça. joli quartier. Moi qui connais aussi Toulon, je peux vous assurer que c'est un très beau secteur, très bon secteur. Et on y trouve quoi, du coup? Alors, je vous propose un appartement de 3 pièces, 60 mètres carrés. C'est un appart qui est lumineux, exposé plein sud, qui a une vue magnifique dégagée sur, j'allais dire, toute la ville de Toulon. Qui a vraiment 360 degrés à couper le souffle. Je sais pas complètement à 360 degrés, Marc, mais en tout cas, une jolie vue dégagée. Un beau panorama. Ouais, très joli. C'est au 2e étage sur 4. C'est une résidence fermée, sécurisée. Il y a un grand séjour avec balcon, une cuisine équipée qui est séparée. Il y a 2 belles chambres, une salle d'eau et surtout un grand balcon qui donne sur la verdure. Là, on peut mettre une table, des chaises longues. Presque les cigales déjà dans les oreilles. Voilà, il y a un joli store qui protège du soleil. Bref, c'est vraiment, ce balcon, c'est vraiment une pièce en plus et il est très très chouette. Formidable. On est à quel prix sur ce bien? On est à 280 000 €, ça fait 4 300 € du mètre carré. C'est bien placé pour le secteur. Je vous encourage d'ailleurs à aller découvrir. C'est un appartement donc qu'on a sur PAP évidemment, mais sur lequel il y a une visite virtuelle. Donc en plus, vous pouvez faire une première visite en ligne. Et c'est vraiment un appartement très sympa. Merci beaucoup Laetitia Caron. On va rejoindre Perrine Gautron. Bonjour. Bonjour Perrine, directrice du réseau Les Villas. Alors, avec vous, on part sur le bassin d'Arcachon. Et là, je crois que vous allez faire plaisir à Jean-Marie parce que vous avez déniché une superbe maison en bois. Ah, exactement, c'est une villa typique du bassin. Alors, soit pour une résidence secondaire ou alors pour y vivre toute l'année. Cette magnifique maison dispose de 260 mètres carrés habitables avec un jacuzzi, un sauna, rien que ça. Ah oui. Ouais, effectivement. Et à l'intérieur, on y trouve quoi en dehors du jacuzzi et de la piscine? Alors, vous avez une somptueuse pièce de vie. Vous avez 5 suites au cœur d'un beau jardin de 1400 mètres carrés. Ah oui. Oui. Et il y a un salon cathédrale, ou en tout cas, moi j'ai l'impression que j'ai vu les photos à l'avance, j'ai eu l'impression d'être dans un ranch. C'est un petit peu cette impression-là, oui, effectivement. C'est pour ça que je dis aussi, c'est typique, en tout cas, c'est une maison en bois, donc voilà, c'est une maison très, très, très agréable. Elle est à quel prix, cette maison? Alors, elle est à quelques pas du bassin, donc des plages, et puis elle est affichée à 1 248 000 € par contre. Ah, c'est pas encore c'est un sacré coup de cœur, on va dire. Hein. C'est un sacré coup de cœur, comme vous dites, Marc. En tout cas, merci beaucoup, Perrine Gautron, directrice. De nous avoir fait rêver. Des villas, et vous nous avez fait rêver ce matin. Exactement, c'est magnifique le bassin d'Arcachon. Merci à vous tous, merci à Laetitia Caron, à Marc Ezrati. C'est la fin d'On parle IMO, votre rendez-vous 100% immobilier. On se retrouve samedi prochain à la même heure. Je le rappelle, d'ici là, 0826 300 300, vous avez un logement ou alors vous le louez ou alors vous avez une question à poser sur l'immobilier, vous nous la posez au 0826 300 300. Vous pouvez nous laisser vos messages. On vous rappelle et en plus, on vous répond à l'antenne sur Sud Radio. Merci à vous. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.